Bonjour, je viens de publier un livre sur la neuroatypie ou la neurodivergence dont j'aimerais vous parler parce que ça concerne en fait 20% des consultations médicales. C'est-à-dire qu'une personne sur 5 qui va à une consultation médicale a pour cœur de problème un problème du neurovégétatif ou qu'on appelle aussi le système nerveux autonome. Je vais commencer par vous expliquer ça pour que vous voyez si vous vous sentez concerné par ce que je vais raconter. Les gens qui ont des problèmes du neurovégétatif sont des gens pour lesquels la médecine occidentale n'a pas vraiment de réponse adaptée. Donc elle fait n'importe quoi. J'arrête pas de voir des gens qui ne sont pas déprimés, auxquels on file des antidépresseurs, parce qu'ils se plaignent de trucs que les médecins ne savent pas traiter. Ils se plaignent par exemple d'acouphènes, de vertiges, de tachycardie, de problèmes du rythme circadien, donc d'être surexcité n'importe quand c'est pas le moment, et endormi quand c'est pas le moment non plus. Le système nerveux autonome, qu'on appelle aussi neurovégétatif, je le répète, pour que ça rentre, après je vous le répète plus. Il fait tout ce que votre système conscient n'a pas à gérer. Par exemple, c'est lui qui va adapter le rythme cardiaque à votre activité, qui va adapter la température à la température qui fait dehors et à votre activité, qui va adapter pour se faire la pression sanguine, qui va adapter la vitesse de la digestion, donc qui va adapter la quantité de neurotransmetteurs, d'hormones qui circulent dans votre corps. Voilà, et tout ça, quand ça se passe bien, c'est fait automatiquement d'une façon parfaite. Mais pour une personne sur 5 qui a reçu un coup, alors un coup soit physique, ça peut être un traumatisme crânien. Moi, dans mon cas, c'est une lésion médulaire. Ça fait 30 ans que j'ai une lésion médulaire, donc j'ai beaucoup dû étudier ce genre de problème. Ça peut être aussi un coup virtuel, c'est-à-dire un burn-out, un stress post-traumatique, une grosse dépression. Ces gens-là présentent en fait le même genre de problème que le terme neuroatypique, si vous voulez, ou neurodivergent, il a été créé par les autistes, les TDAH, par des gens qui ont un système nerveux compliqué de naissance. Et ce dont je me suis aperçu et que j'ai vraiment confirmé auprès de professionnels de la santé, de médecins, c'est que c'est un ensemble de problèmes qui sont similaires. Donc l'origine du problème, elle peut être très très différente. Ça peut être un AVC, ça peut être une dépression, ça peut être tout ce que j'ai cité avant, ça peut être un traumatisme crânien, ça peut être suite à moi je vois là une amie qui a elle a eu un accouchement avec juste avant une grosse opération chirurgicale et beaucoup de stress au boulot. Et puis là, elle a clairement tout le système nerveux autonome qui dysfonctionne. En fait, le système nerveux autonome, si vous voulez, le, le système conscient, il a une de ses fonctions principales, c'est de filtrer les informations qui arrivent. Parce qu'il y a juste énormément d'informations qui arrivent, qui sont inutiles, et si on recevait tout, on ne pourrait pas gérer le monde qui nous entoure. Donc une des fonctions essentielles de notre système nerveux, c'est de juste écarter tout ce dont on n'a pas besoin pour qu'on puisse se focaliser sur ce qui nous est utile. Si je veux m'approcher de cette table pour saisir un verre, il ne faut pas que je sois distrait par les milliers de petites informations comme la structure du bois, les sons infimes, les ondes, et toutes ces choses-là. Sinon, il y a un chaos énorme et ça devient ingérable. Et c'est ce qui se passe en premier quand on se prend un coup sur la tête ou quand on se fait une dépression. Le système nerveux est ensuite occupé à se réorganiser. Et pendant qu'il se réorganise, eh ben, il devient moins performant sur ses tâches quotidiennes.
c'est comme votre ordinateur quand il est en train de faire des mises à jour. Il devient lent, du coup, il devient moins performant. C'est exactement ça. Neuroatypique, c'est exactement ce qui se passe. C'est le système nerveux, le cerveau est en train de faire des mises à jour. Du coup, la RAM, la mémoire de travail, est plus suffisante. Du coup, les informations quotidiennes sont mal gérées. Et la médecine occidentale n'est pas faite pour ces gens-là. Parce que la médecine occidentale, elle sait gérer des problèmes très standardisés. Et là, j'ai décrit le fonctionnement, mais en réalité, les conséquences, le système nerveux humain, c'est un des objets les plus complexes de l'univers, en fait. Et donc, les conséquences d'un coup sur le système nerveux, quelle que soit son origine, elles vont être très différentes d'un patient à l'autre, et les réponses adaptatives possibles, c'est-à-dire le fait de se remettre dans un mode de vie acceptable et désirable, ça va être très individuel. Parce que ça, c'est un autre truc, c'est que le système nerveux, il est plastique. Il n'est pas élastique. On va expliquer. Élastique, c'est comme la mémoire de forme. Hein, c'est comme un Mac, la mémoire de forme. On appuie sur un truc et ça revient à sa forme originale. Plastique, ça revient pas à sa forme originale. C'est de la pâte à modeler. La pâte à modeler, on appuie dessus et elle prend une autre forme. Pour toujours. Tu n'arrives plus à refaire la même forme exactement. Et le système nerveux, c'est comme ça. Ça veut dire, si on a une influence forte qui nous pousse dans une certaine direction, le système nerveux est très plastique. Si on a une influence forte qui nous pousse dans une certaine direction, il ne va pas revenir à son état antérieur. Donc si on a fait une expérience du style un burn-out, un stress post-traumatique, une commotion, et qu'ensuite on n'arrive plus à vivre comme avant, l'objectif, c'est pas de retourner à son mode de vie antérieur. L'objectif, c'est de trouver une adaptation. C'est obligé, hein. Ça, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour certains, mais il faut bien se rendre compte. Après, souvent, on peut se dire souvent ça va vers moins de performance, une vie plus tranquille. C'est sûr que si t'es jeune, t'as 20 ans, tu te fais un accident de moto, puis on te dit ah, maintenant tu vas devoir vivre tranquille, alors que ce que t'aimais c'était faire la fête, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais autant le réaliser rapidement, parce que sinon tu vas souffrir. Ça veut dire, si on essaye de rester dans le rythme de vie qui nous correspondait avant et que notre système nerveux n'est plus à même de le gérer, ça va le stresser d'autant plus et ça va en fait ralentir la guérison ou l'adaptation, selon comment on se place. La guérison, c'est pas de revenir à son mode de vie antérieur. La guérison, c'est de retrouver un mode de vie confortable, agréable, productif. Moi, je me suis pété la colonne, on m'a dit que je resterais toute ma vie en chaise roulante, j'ai fait énormément de danse contemporaine, j'ai fait des choses incroyables dans ma vie, mais j'ai vraiment dû adapter mon style de vie à mes capacités réelles. Je travaillais beaucoup plus lentement, il faut que je me repose à des moments que je n'ai pas choisis, parce qu'à n'importe quel moment, mon corps va me dire « là, tu te couches ». Là, je peux plus, tu te couches. Je sais que je dois travailler très fractionné. Alors personnellement, c'est pas le cas de tous les gens qui se sont reçus un coup sur la tête. J'ai dû reconstruire ma motricité aussi. C'est vrai que j'avais des grands problèmes musculaires et j'ai fait beaucoup de danse contemporaine. Mais en fait, alors ça peut être danse contemporaine, c'est large. Hein. Ça veut pas dire que j'avais pas de tutu rose. Ça peut être des choses très ludiques. Il y en a de toutes sortes. Ça peut être des arts martiaux très doux. Ça peut être du tai chi. Ça peut être. Moi, j'ai fait de la danse contact improvisation. J'ai fait du buto. J'ai fait de l'ecstatic dance et plein d'autres choses encore. C'est important de se remettre dans le corps, en fait. On a un mode de
pensée et un mode de civilisation où c'est assez facile de devenir des cerveaux sur pattes pour les gens qui sont intellectuels. Et j'estime que quand on a eu un grand coup sur le système nerveux, une des façons de calmer et d'harmoniser le neurovégétatif, c'est de se remettre dans le corps. Et se remettre dans le corps, il y a plein de façons de faire. Ça peut être de bâiller régulièrement, très très bon, de bâiller régulièrement. Ça paraît bête, hein, mais bâiller, c'est une thérapie incroyable pour le cerveau. Ça calme, bâiller, ça calme la partie des pensées et ça te remet dans le cerveau plus primitif qui gère les fonctions vraiment vitales. Et ça modifie le taux d'oxygénation dans le cerveau, en fait, de bâiller. C'est vraiment... là, je commence à vous donner la piste. Si vous voulez, le livre que j'essaye de vous vendre, parce que je fais cette vidéo pour vous aider, mais pour vendre mon livre aussi. Donc, le livre que j'essaye de vous vendre, la première moitié, c'est... oui, j'essaye de vendre un livre. La première moitié, elle est vraiment théorique pour que vous compreniez bien quel genre de problème vous avez, si vous êtes neuroatypique, pour que vous vous reconnaissiez ou pas dans ce genre de choses, et que vous compreniez bien les implications, les conséquences que cette nouvelle a dans votre vie. Parce que beaucoup de personnes vont errer médicalement d'un médecin à l'autre pendant des années parce qu'elles ne vont pas tomber sur les mots-clés que je vais pouvoir vous donner, qui vont ensuite pouvoir vous faire chercher par vous-même dans la littérature ou ailleurs. Alors on va parler de ces mots-clés. C'est des mots que vous n'avez très probablement jamais entendus. Premier mot-clé, dysautonomie. Qu'est-ce que c'est qu'une dysautonomie ? Une dysautonomie, c'est justement ces troubles du neurovégétatif où le système nerveux autonome se met à faire n'importe quoi. Ça peut être très très gênant. Il y a des gens qui ne peuvent plus se lever. Ça peut atteindre la digestion, ça peut atteindre la déglutition, ça peut atteindre la respiration. Ça peut être des gens qui sont tout le temps essoufflés parce que les poumons se contractent. Alors que on n'arrive plus à les ouvrir. Mais c'est pas que si on n'arrive plus à ouvrir correctement les poumons, on va te dire c'est émotionnel. Un mauvais médecin va te faire ça. C'est émotionnel, prends un antidépresseur. Sauf que non, c'est pas émotionnel. C'est plus profond que ça. C'est le neurovégétatif. Donc dysautonomie. Ensuite, le neurovégétatif, c'est notre cerveau, notre système nerveux, il fonctionne selon un équilibre frein-accélérateur, comme une voiture automatique. On a 2 pédales. L'accélérateur, c'est le sympathique. Et on est tous un petit peu, beaucoup, dans notre société en sympathicotonie. Ça veut dire que l'accélérateur, on appuie constamment dessus. Parce qu'on a des téléphones portables, parce qu'on a la lumière électrique, parce qu'on vit entouré, pour la plupart dans des villes, donc entouré de beaucoup d'informations à gérer. Nos ancêtres, qui vivaient dans des zones moins peuplées, qui s'occupaient de la nature, ils rencontraient quelques dizaines de personnes dans leur vie, pas plus. Nous, on rencontre littéralement des centaines de personnes, on regarde des films, on se couche à n'importe quelle heure parce qu'il suffit d'allumer la lumière pour être levé jusqu'à n'importe quelle heure. On fait tout ça. Et tout ça, c'est des facteurs de sympathicotonie. Il se trouve qu'on a l'âge de notre système nerveux autonome. Si on ne passe pas assez de temps dans la zone parasympathique, la zone du frein, la zone de la digestion, la zone de la réparation du corps. Le parasympathique, il fait la réparation du corps. Si on ne passe pas suffisamment de temps dans la zone de réparation du corps, on vieillit plus rapidement, donc on meurt plus rapidement, et on a des troubles parce que le corps n'arrive plus à tout gérer. Si on ne passe pas suffisamment de temps dans le parasympathique, le corps n'arrive plus à tout gérer en fait. Et comme il n'arrive plus à tout gérer, il se met à avoir des symptômes du fait qu'il n'arrive plus à tout gérer correctement, dont on a déjà parlé: vertige, palpitations, acouphènes, on n'arrive plus à respirer.
on a toutes ces manifestations-là. Et l'histoire, c'est que de passer de l'un à l'autre, c'est pas évident. Surtout quand on est en sympathicotonie. On est tout le temps en train d'appuyer sur l'accélérateur et on ne sait plus comment passer de l'autre côté. Donc il y a des déclencheurs en fait. Des déclencheurs de la phase parasympathique. La phase parasympathique, c'est par exemple quand tu vas te mettre à bâiller. La phase parasympathique, on peut même, le bon thérapeute, il peut la repérer à un changement de l'odeur de la sueur. On va se mettre aussi on va se mettre à avoir plus besoin de faire pipi. Dans le sens où, quand on est en activité, le corps, il se concentre sur les fonctions vitales, on sécrète du cortisol, on sécrète de l'adrénaline, et puis l'élimination se fait beaucoup moins. Au moment où on passe dans la phase parasympathique, le corps se dit « Ah, et si je gérais la flotte ?» Et puis il va se mettre à remplir les reins, et puis on va avoir besoin d'aller faire pipi plus régulièrement. Donc tout ça, c'est des indicateurs qu'on est rentré dans la phase parasympathique. Et c'est vraiment important d'avoir conscience de ça, notamment parce que au moment de digérer, il faut qu'on soit dans la phase parasympathique. Si tu manges et que tu restes en phase sympathique, tu vas pas digérer. Et de là va venir énormément de problèmes de santé. Il faut vraiment... c'est grand classique, hein. Tu manges, il faut manger lentement, il faut mâcher, il faut manger dans des ambiances calmes. Mais tous ces trucs-là, si tu es jeune, que tu es en bonne santé, tu peux passer par-dessus. Tu peux manger un sandwich au bureau et puis après aller faire un match de tennis et conduire ta moto, il n'y a pas de problème. Mais si tu étais fragilisé par un coup sur le système nerveux, tu peux plus faire ça. Si tu le fais, tu vas à chaque fois le payer très cher, tu vas passer par des moments extrêmement douloureux où tu ne comprends pas pourquoi tout ton système nerveux il se rebelle, il fait n'importe quoi. Donc il faut apprendre à avoir un mode de vie qui soutient ton système nerveux, et notamment ça implique d'avoir un mode de vie où tu apprends à faire soigneusement aider l'équilibre sympathique, parasympathique, en te réveillant progressivement, en montrant à ton corps, en faisant des petits étirements au moment où tu te réveilles, des respirations pour montrer à ton corps, voilà, c'est le moment de sécréter un peu de cortisol, c'est le moment de commencer à sécréter un petit peu d'ouvrir les vaisseaux, de faire circuler la lymphe. Le matin, c'est aussi le moment où la lymphe se remet à circuler. On peut faire plein de petits mouvements pour remettre la lymphe en marche. Sautiller, c'est pas mal aussi, ça peut être très bien de sautiller tout doucement comme ça. Il y a des gens qui ont des trampolines à la maison. Ça, c'est rigolo. C'est un des trucs qui permet vraiment de remettre la lymphe en marche. Et la lymphe, c'est ce qui nettoie le corps. Voilà, ça c'est pour se mettre dans une activité sympathique douce, pour prévenir le corps, parce que sinon tu le forces. Si tu te lèves d'un coup, tu te bois un café, et puis tu pars à moto, tout ton système corporel, il est là, il n'est pas encore réveillé, et puis ça le tond. Et puis le fait de le tondre dès le matin comme ça fait qu'après, il va être surexcité, et qu'au moment où tu vas vouloir te calmer, t'arriveras plus à passer en phase parasympathique. Tu l'auras mis en système d'alerte, ça aura foutu plein d'adrénaline, et vous voyez. Maintenant, en fin de journée, ou même en milieu de journée, si tu as un système nerveux fragile, c'est pas mal de faire plein de petites pauses dans la journée, de faire des petites siestes, et à chaque fois faire un effort pour se mettre en parasympathique, même une demi-heure. Parce qu'en fait, si tu montes en activité toute la journée, ça va être difficile de redescendre. Si régulièrement dans la journée, tu as monté en activité, redescendu, monté, redescendu, à la fin de la journée, ça va être plus facile de faire une redescente qui mène vers le sommeil. Des inducteurs de phase parasympathique. Retiens bien ces mots-là. Inducteurs de phase parasympathique. C'est les petits trucs que tu peux faire pour guider ton corps vers le repos, vers la phase parasympathique. Alors, je vous ai parlé de bâiller. Maintenant, je vais vous dire un secret que très peu de gens connaissent. Je suis très sérieux, je rigole parce que personne s'y attend, mais en fait, un des secrets pour
rentrer dans la phase parasympathique, c'est de se gargariser. On peut se gargariser couché. Généralement, on se gargarise debout dans la salle de bain. C'est pour ceux où... Et puis en fait, c'est vraiment pas confortable parce que pour se gargariser debout, il faut se tendre comme ça. Et puis du coup, on a la nuque qui est tendue. Et c'est... Non. Si tu veux te gargariser dans le but de rentrer dans la phase parasympathique, le mieux, c'est de mettre de l'eau dans sa bouche. Il peut y avoir un petit peu de sel, il peut y avoir un petit peu de menthe, il peut y avoir un petit peu d'huile essentielle. On en profite pour faire quelque chose qui nettoie la bouche. Il y a des bains de bouche. Quelques gouttes de bain de bouche bien parfumés avec un peu d'eau tiède. On se couche et on se gargarise. Quand on se gargarise, c'est comme cet endroit-là, bâiller, rire, chanter, se gargariser, pleurer, vomir, ça se passe tout là. Et puis à cet endroit-là, on est directement sur... On crée des vibrations qui sont directement sur les zones où le cerveau sort de la boîte crânienne et continue sous forme de moelle épinière à travers les vertèbres, à l'intérieur des vertèbres. Et dans cette zone-là, on a tous les nerfs sacrés. Sur chaque vertèbre, en fait, depuis la première tout en haut, on a des nerfs qui sortent des côtés. On a 2 petits trous dans les vertèbres. On a le cerveau, la moelle épinière qui descend au milieu, et puis de chaque côté, dans chaque vertèbre, on a 2 petits trous et des nerfs qui sortent. Et ces nerfs, ils vont vers les poumons, le cœur, les organes digestifs. J'ai oublié quelque chose. Les poumons, le cœur, les organes digestifs, ça fait déjà pas mal, hein. Et donc, au moment où on envoie des vibrations par du gargarisme ou des bâillements ou du rire, il y a le yoga du rire, c'est pour ça aussi. On détend toute cette zone et on attire son... On fait quelque chose qui va l'harmoniser. Et ça va changer profondément le fonctionnement du système nerveux. Il y a le nerf vague, ce qu'on appelle le nerf vague, c'est vraiment un de ces gros nerfs qui sort c'est 5, qui sort assez bas dans le cou comme ça, et qui va vraiment alimenter tous les organes digestifs et les autres. Et voilà, ces vibrations, elles l'activent, elles l'harmonisent. Il y a ce qu'on appelle la cohérence cardiaque aussi, qui est une respiration calquée sur un certain rythme, qui permet aussi de... Mais vous voyez, les triggers comme bâiller, se gargariser, c'est pas long, hein, ça prend 2 minutes. Mais c'est vraiment des outils fondamentaux que peu de médecins vont te recommander en fin de compte. Moi, vous savez quelle est la différence entre un neurologue et un cardiologue? J'adore cette blague. Cardiologue, il a plein d'outils à sa disposition pour réparer les cœurs. Il y a des médicaments, il y a des opérations, on peut faire plein de choses. Le neurologue, il fait un diagnostic, puis après il regarde ses patients tomber en morceaux, parce qu'il ne peut pas faire grand-chose, parce qu'il n'a pas beaucoup d'outils à disposition. Mais ça, c'est aussi parce que le neurologue, il ne pense pas en termes... Les neurologues, ils ont quelques médicaments bizarres qui servent à rien, qui sont plutôt dégueulasses, dangereux, et plein d'effets secondaires, et c'est tout ce qu'ils savent faire. Mais en réalité, la façon d'agir sur le système nerveux principal, c'est déjà ça, c'est déjà de trouver des triggers, des triggers pour moduler l'activité du système nerveux. Un bon neurologue qui voit des patients qui ont ce genre de troubles, c'est ça, c'est les médicaments qu'il devrait recommander, c'est bâiller, rire, chanter, se gargariser, s'étirer, respirer, toutes ces choses-là. Voilà, ça c'est... là je vous ai fait quand même un bon petit bloc explicatif. Je parle d'encore beaucoup de choses dans mon livre Bricolage épistémique pour neuroatypiques.
Pourquoi je l'ai appelé comme ça, ce titre incompréhensible? Mon copain me dit, mais tu pourrais pas faire des livres dont les gens comprennent le titre? Alors, je vais expliquer le titre. Moi, à 18 ans, on m'a dit que je passerais ma vie en chaise roulante et on m'a filé 300 000 balles. Et on m'a dit que la médecine occidentale ne pouvait rien pour moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été explorer, j'ai passé ma vie à explorer d'autres médecines. J'ai été en Chine, j'étais en Amazonie, j'étais dans le Sahara, j'ai été même en Europe, mais toujours dans le but d'explorer des médecines autres, des mondes médicaux qui ont des conceptions du corps différentes, qui ont des pratiques que la médecine occidentale ne connaît pas. Et ça, c'est un bricolage épistémique. Épistémique, c'est vraiment la conception qu'on a du corps, enfin, c'est la conception qu'on a, c'est un ensemble de croyances qu'on a. Donc, quand on est dans un bloc culturel, on a une certaine croyance, conception du monde qui est liée à notre bloc culturel. Et puis quand on change de bloc culturel, si tu passes de la Chine à l'Amazonie, les gens n'ont pas du tout la même conception de ce que c'est que l'univers, ils n'ont pas le même rapport au monde. Et moi, j'ai pas tout intégré, j'ai pris des petits morceaux. J'ai pris quelques outils de chacun de ces univers médicaux que j'ai été visiter, j'ai pris quelques petits outils. Parce que j'avais pas le temps d'étudier l'acupuncture en entier, j'avais pas le temps de faire du chamanisme amazonien toute ma vie, mais j'avais le temps de me dire, ah, tel outil-là, ça me parle, je vais l'apprendre, le récupérer pour moi. Et donc ça, c'est ce que j'appelle du bricolage épistémique. C'est-à-dire le fait d'agréger des petits morceaux de conception du monde, de conception de la thérapie, de conception de la médecine, de les agréger ensemble pour en faire un tout qui est utile aux personnes neurodivergentes ou neuroatypiques. Parce que donc, comme je vous disais, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment cette chose en commun chez tous ces patients-là et que la réponse actuelle n'est pas adaptée. Donc, je pense que je vais faire une série. Là, je publie un premier ouvrage sur le sujet qui est déjà paru, qui va apparaître sur l'écran. Et j'en ai un deuxième qui est en cours de rédaction, qui est bientôt fini, qui traite du même sujet sous un autre angle. Et en ce moment, j'ai une certaine facilité d'écrire. J'ai 35 ans d'expérience, surtout. J'ai la chance d'avoir eu un immense professeur d'avoir toujours un grand professeur de sciences, qui m'a aidé à aller fouiller, à apprendre, à aller fouiller dans la littérature médicale, à savoir ce que c'est qu'un essai clinique, à comprendre comment est construite la science, et avoir des réflexes sains sur faire de la validation d'efficacité thérapeutique. Parce que des propositions thérapeutiques, à l'heure actuelle, il y en a des milliers. Et c'est un problème. Si vous avez des problèmes de santé et que vous avez de l'argent, on va vous proposer littéralement plein de choses. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas, et des choses qui ne marchent pas pour des mauvaises raisons, pour des bonnes raisons. Il y a des charlatans, il y a des gens qui font des trucs géniaux mais qui ne savent pas les expliquer. Il y a des médecins qui font n'importe quoi, mais qui sont sûrs de leur bon droit et qui sont sûrs du fait que ce qu'ils font est légitime, parce que c'est ce qu'ils ont appris à faire pendant leurs études. Et même si ça ne marche pas, ils sont au sein d'un monde médical où on fait comme ça, et c'est tout. Et c'est pas quelque chose qu'ils peuvent remettre en question. Il y a des chamans, des guérisseurs africains, des types qui font des trucs où, de notre point de vue d'occidental, on va un petit peu regarder ça avec des gros yeux en faisant « mouais ». Alors qu'en fait, ça marche. Moi, j'ai fait un truc, à un moment donné, je pouvais quasiment plus marcher. J'avais les muscles des cuisses qui étaient durs comme du caillou. Et j'ai entendu parler d'une thérapie qui est de se faire enterrer dans le sable du Sahara en plein été. Justement, dans le Sahara en plein été, il fait 60 degrés et on nous enterre tout le corps sauf la tête. C'est très confortable en fait. On nous met un parasol pour pas qu'on soit la tête au soleil et on nous donne à boire tout le long. Et c'est comme un sauna mais sec, ça sort l'eau. C'est très impressionnant ça. On sue, on sent qu'on a des litres d'eau littéralement qui partent dans le sable et qui sont immédiatement séchés
parce que le sable, il est ultra sec, il est à 60 degrés, donc on boit des litres d'eau, et puis on a de l'eau qui s'écoule de notre corps de partout. Euh, et ce truc-là d'une efficacité incroyable. Moi, j'avais des muscles qui étaient durs comme du caillou, toutes les cuisses, qui sont revenus souples. Maintenant, cette thérapie-là, il n'y a pas d'essai clinique, il y a une reconnaissance, il y a une reconnaissance qui est très faible, en fait. Et donc voilà, c'est un exemple. J'ai des trucs comme ça, j'ai passé ma vie à faire des trucs comme ça. J'ai passé ma vie à voyager pour faire des trucs de ce genre. C'était dingue, j'ai des choses à raconter pour des heures et des heures. Mais là, on a déjà fait une demi-heure. Je pense que c'est suffisant. Ça vous a donné un petit goût. Pensez à acheter mon livre. Et puis, si ça vous a plu, ben, mettez des pouces, abonnez-vous. Et si vous le faites, je ferai plein de nouvelles vidéos sur ce genre de sujet. Si j'ai pas assez de pouces, je vais me dire, bon, allez, je vais faire autre chose. Je vais jouer de la musique. Je suis pas obligé de faire ce travail. C'est un travail pour lequel je risque d'être accusé d'exercice illégal de la médecine. Je demande pas d'argent à part l'achat du livre. Donc, si ça marche, c'est bien. Et je pense que ça concerne vraiment beaucoup de monde. Si ça marche pas, bah, je ferai autre chose. Hein. J'ai pas de problème avec ça, en fait. Pour moi, c'est... À 18 ans, on m'a dit que je passerais ma vie en chaise roulante. J'étais pratiquement condamné à une mort certaine. Tout ce que je vis en plus, c'est que du bonheur. Et je vais pas me prendre la tête. J'ai pas un besoin énorme de reconnaissance sociale, même si ça me ferait plaisir dans ce que je fais. Donc, c'est à vous de me démontrer que mon travail est utile si vous voulez que je le poursuive. Sinon, je m'arrête et j'irai jouer de la guitare. Bonne journée et à bientôt, j'espère. Donc, le livre se vend sur Amazon pour 25,65 €.